Ce livre a 400 pages. Et je l'ai lu comme une bande dessinée d'aventure avec des héros. Édouard Leroy, Vladimir Vernadsky, Pierre Teilhard de Chardin. Et puis, il y a en face de vous, vous êtes l'historien, et en face de vous, un jeune Sacha de 30 ans qui conteste un peu tout ce que ces concepts ont amené dans les années 40 après la guerre. Alors, est-ce que votre ouvrage, c'est une écriture homéopathique sur 400 pages concernant la noosphère? Ah bah, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. En tous les cas, je ne suis pas historien, je suis journaliste, mais les journalistes sont quelquefois, quand ils font bien leur travail, un peu historiens. Homéopathique, ça voudrait dire très dilué et en jouant sur l'effet contraire. Un peu l'effet contraire, puisque je veux expliquer à mes lecteurs ce que c'est que la noosphère et je commence par parler d'un monde qui s'écroule, alors que la noosphère, normalement, c'est un avenir plutôt optimiste. C'est l'idée d'une conscience collective des humains. Je crois qu'une conscience collective des humains, effectivement, est en marche, inexorablement, on pourrait dire, même si c'est difficile. Mais je vais l'expliquer à des jeunes gens qui, à notre époque, sont frappés de ce qu'on appelle la solastalgie. Ça, c'est le mot savant. Et en fait, c'est l'anxiété environnementale, l'anxiété écologique. Tout va très mal. La biosphère va mourir. Et donc, que leur dire? Que leur dire? Et je suis obligé, enfin, je me sens obligé de les convaincre en racontant comment l'idée d'une conscience collective des humains est née dans des circonstances effroyables, dans les tranchées de 14-18, en pleine révolution bolchevique. Voilà. Et Édouard Leroy, est-ce que peut-être un des co-concepteurs de la noosphère, il met le cœur et les sentiments au-dessus des dogmes rationalisants? Est-ce qu'il aurait mis le modernisme à l'index? Il est chrétien, mais lui-même a été mis à l'index. Ah, Donc, ça veut dire que le Vatican n'aimait pas du tout ce qu'il écrivait. C'était un disciple de Bergson, de Henri Bergson, qui est quand même un personnage extraordinaire, Bergson. Euh, Moi, pendant toute ma jeunesse, où l'ambiance générale était plutôt marxiste et structuraliste et déconstructiviste, on se moquait de Bergson. C'était une espèce de philosophe de salon là, qui parlait aux belles dames, alors qu'en réalité, il avait des intuitions fantastiques, en particulier sur le dialogue entre science et spiritualité. Il était, il avait idée que ce dialogue-là ne devait pas être rompu, surtout pas. Et, et donc, Édouard Leroy est son élève et c'est celui qui va lui succéder au Collège de France à la chaire d'histoire philosophique de la Grèce antique et de la Rome antique. Donc, c'est pas rien. C'est un personnage donc très synthétique, complexe, multiface. le deuxième scientifique, c'est Vladimir Vernadsky. C'était un Russe qui a travaillé sur les sols d'Ukraine et c'est en travaillant sur les sols d'Ukraine qu'il a eu le sentiment que la cognition humaine pouvait transformer la biosphère. Est-ce que c'est ça? Vladimir Vernadsky, qui n'est pas bien connu en France. Et ça, j'ai eu la chance de pouvoir être un peu, d'apporter un peu un scoop là, parce que pour beaucoup de gens, c'est un inconnu. C'est un savant fantastique. Il a été formé par Mendeleïev. Mendeleïev, celui du, vous savez, qu'on a appris tous à l'école, le Le tableau des tableau. éléments, depuis l'hydrogène jusqu'aux éléments lourds, uranium et compagnie. Il a été formé par Mendeleïev et par Dogoutchaïev, qui est le père fondateur de la science des sols, on peut dire. Et c'est en étudiant le sol d'Ukraine, qui est peut-être le sol le plus riche du monde, qu'on appelle le tchernosium, la terre noire, qu'il se rend compte, qui est encore tout jeune, Vernadsky, il se rend compte
de la complexité, comme dirait aujourd'hui Edgar Morin, de la complexité extrême d'un sol. Et il a l'intuition, en étudiant cette terre noire, qu'il va présenter à une exposition universelle à Paris. Il vient avec 1 mètre cube de terre noire qu'il présente aux visiteurs de l'Expo universelle de Paris. C'est à peu près au moment où on commence à bâtir, où on a bâti la Tour Eiffel. Euh, il a l'intuition que ce qu'on appelle la vie, alors lui, il ne sait pas encore que c'est l'ADN, mais en fait, c'est ça, c'est ce qui porte l'ADN, ne peut pas être expliqué de manière linéaire par des éléments inertes. Il y a une continuité entre les formes les plus primitives de la vie et les formes complexes. Et nous, il y a une parenté. Et nous savons que c'est l'ADN, hein, parce que nous vivons 1 siècle et demi après ces intuitions-là. Mais donc, Vernadsky, il est, il est à la recherche de ce qu'on pourrait appeler le secret de la matière vivante. Donc, le secret, et il va rencontrer Teilhard de Chardin après la Première Guerre mondiale, et là, ensemble, ils vont beaucoup réfléchir. Bon, on arrive à Teilhard de Chardin. Est-ce que si on voulait simplifier, c'est c'est risqué, mais pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait dire que le concept de noosphère pour Teilhard de Chardin, c'est un genre d'atmosphère faite de psychisme? Oui, non, pourquoi? Oui, oui, c'est une image qui pourrait être utilisée, en effet. Teilhard de Chardin, il est donc un catholique croyant, il devient prêtre, il est jésuite, mais alors c'est un jésuite quand même un peu particulier, parce que sa famille, par exemple, n'aime pas trop qu'il lise Darwin, parce que Darwin, il faudra attendre le Vatican, il faudra attendre Jean-Paul II pour dire oui, effectivement, la vie, c'est quelque chose qui évolue. Mais lui, Teilhard de Chardin, il va plus loin que ça. Il est quelqu'un qui dit, par exemple, oui, alors nous, les chrétiens, comme beaucoup de croyants, nous pensons que Dieu a tout créé, n'est-ce pas, et que l'humanité, elle est arrivée sous la forme de Adam et Ève, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il dit oui, mais c'est symbolique. C'est symbolique parce que Adam et Ève, c'est le nom symbolique qui représente des milliers de générations dominiens parce que l'être humain, et donc, il croit à une transcendance, mais il est complètement d'accord avec la démarche immanente ou immanentiste d'un Darwin. Oui, nous sortons bel et bien de la Terre, nous sortons bel et bien, nous sommes bel et bien les cousins des singes et beaucoup plus loin de toutes les formes vivantes. Il y a une continuité du vivant, et c'est là qu'il va rejoindre Vernadsky, parce que tous les deux voient les choses. Ils introduisent l'idée d'évolution, bien entendu, et ils voient le, ils introduisent le temps. C'est-à-dire, introduire l'évolution, ça veut dire introduire le temps. Quelque part, ils voient, même déjà, ils sont au courant des recherches sur la physique, ils voient une particule, c'est pas une particule, c'est plutôt une flèche. Et un humain, c'est un élément qui fait partie d'une flèche également, d'un mouvement. Il y a un mouvement ascendant. Ascendant pourquoi? Parce que de plus en plus conscient, Teilhard de Chardin va jusqu'à dire, moi je pense qu'il y a de la conscience déjà dans un électron, dans un atome, mais très 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 peu, très très peu. Qu'est-ce qu'on appelle conscience? Ça prendrait des heures. Mais cette conscience, elle va en grandissant, les deux plus en plus grandes. Et chez un humain, il dit peut-être qu'on pourrait dire il y a, il y a c'est 50-50, 50% de conscience, 50% de matière. Mais on va vers de plus en plus de conscience. Et là, Vernadsky, il trouve une sorte de réponse à son interrogation sur le fait que nous faisons partie nous faisons partie du flux vivant. Et pour Vernadsky, et là c'est Vernadsky qui va en convaincre Teilhard de Chardin, nous sommes, nous, les humains, la force géologique numéro un. C'est ça qui est très frappant. C'est-à-dire que Vernadsky, en calculant mathématiquement, il commence par dire la vie biologique, les êtres vivants, la biosphère sont la force géologique numéro un.
C'est-à-dire que c'est nous qui transformons l'écorce terrestre, nous les vivants, mais les humains, alors, de manière complètement accélérée. Et ça rejoint de manière intuitive ce qu'on sait aujourd'hui sur l'Anthropocène, le fait que nous sommes dans une ère géologique où c'est l'humain qui est la force géologique. Ça paraît fou, mais le fait d'aller chercher les minerais, le fait de chercher le pétrole, le fait de transformer, de mettre sur cette planète des atomes qui n'existent pas naturellement, parce que naturellement, il n'y a pas du fer comme ça, où il n'y a pas de l'aluminium, où il n'y a pas toutes les transformations qu'on fait subir au pétrole, n'est-ce pas? C'est bel et bien nous. Alors certains disent aujourd'hui, très critiques, en disant c'est pas l'Anthropocène, c'est le Capitalocène. Votre ouvrage est très clair, mais il y a un concept pour lequel j'aurais besoin d'un peu d'éclairage, c'est tangentiel et radial. Tangentiel et radial, ça recouvre quelle notion? Lui, il est persuadé que plus la vie s'est complexifiée, plus elle est devenue consciente. Alors, la complexification, il l'attribue à ce qui est extérieur à nous, alors que la conscience, il l'attribue à ce qui est intérieur à nous. La conscience, on est intérieur, on est conscient intérieurement, alors qu'on se complexifie extérieurement. Il voit ça comme ça, c'est un schéma. Et alors, pour mathématiser, pour exprimer cette idée d'une complexité qui va en croissant et qui est extérieure, et la conscience qui va en croissant aussi, mais qui est à l'intérieur, il utilise une sorte de schéma géométrique. Ce qui est extérieur et qui est donc la complexité, c'est tangentiel à nous, si vous voulez. Si on se représente nous-mêmes comme une sphère, la complexité, il la voit comme extérieure et elle est tangente à cette sphère. Alors que la conscience, il la voit intérieure et il la voit et il l'exprime sous une flèche radiale, c'est-à-dire qui va comme un rayon qui va de la surface de la sphère vers le noyau de la sphère. Effectivement. Eh bien, Patrice Van Hersen, merci d'avoir répondu à mes questions, de penser et de rappeler que des chercheurs et des penseurs ont imaginé qu'un nuage d'humanité pourrait être un ferment possible pour imaginer une conscience mondialisée. À bientôt, Jacques. Merci.